Bien, mesdames, messieurs, merci pour votre présence et l'écho que vous pourrez réserver à notre prise de position ce matin au travers les deux présidents de groupe du Sénat, Bruno Retailleau, et de l'Assemblée, Olivier Marleix, notre secrétaire général, Annie Genevard, qui est par ailleurs l'oratrice de notre groupe à l'Assemblée nationale sur le projet de loi immigration. Dans la nuit de vendredi à samedi, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un texte très largement revu, remanié sur le projet de loi immigration. Pour nous, ce qu'a fait la commission des lois de l'Assemblée nationale correspond à une dégradation très majeure, profonde, des travaux qu'avait réalisés le Sénat et des avancées qu'avait portées le Sénat lors de la discussion du texte sur l'immigration. Nous avons posé à l'ouverture de ces débats, et nous l'avons fait dès le printemps avec Bruno Retailleau, avec Olivier Marleix, des principes très clairs en matière d'immigration. Un, nous voulons mettre fin à une immigration de masse qui, depuis trop d'années, déstabilise notre organisation sociale et porte des conséquences extrêmement graves pour la cohésion de notre pays. Nous le voyons en matière de montée du communautarisme, nous le voyons en matière de montée de la violence, nous le voyons aussi en matière de terrorisme, puisque la plupart des faits de terrorisme qui ont été commis depuis 2012 dans notre pays sont directement à rattacher, dans plus des 3/4 des cas, à l'immigration de première, de deuxième ou de troisième génération. Premier principe, mettre fin à cette immigration de masse. Deuxième principe, et c'est un moyen pour arriver au premier, c'est retrouver notre souveraineté pour garder le contrôle de notre territoire en matière migratoire. Nous avons donc porté deux grands textes que nous avons déposés dans les mêmes termes à l'Assemblée nationale et au Sénat. Un texte, un projet de loi simple, un projet de loi constitutionnel qui ont marqué nos lignes de force, nos principes, notre cap, notre direction. C'est dans ce contexte que le gouvernement nous a déjà opposé quelque part une fin de non-recevoir, puisqu'il aurait pu très bien, s'il avait eu une volonté de réelle négociation, d'ouverture, d'avancées concrètes, il aurait pu très bien discuter, débattre sur les bases de notre texte tel qu'il a été déposé dans nos deux chambres. Il aurait pu le faire notamment au Sénat. Il a choisi de continuer à débattre du texte initial du gouvernement. C'est dans ce contexte que le Sénat a considérablement amélioré, je dirais, et a abouti à un texte dont j'ai salué la portée et qui marquait des avancées très concrètes, aussi loin, je dirais, qu'on pouvait aller dans le cadre constitutionnel actuel. Notre analyse première, c'est que le cadre constitutionnel n'est plus adapté et ne nous permet pas et ne nous permettra pas d'agir pour atteindre les objectifs que l'on souhaite, pour faire diminuer drastiquement l'immigration dans notre pays, que ce soit les flux d'arrivée, que ce soit les expulsions qui sont nécessaires pour les étrangers qui se trouvent en situation irrégulière dans notre pays. Dans ce contexte, l'Assemblée nationale s'est saisie du texte et la commission des lois a travaillé toute la semaine, et je laisserai le soin à Annie Genevard, qui a été présente jour et nuit dans cette commission, d'en parler. Mais je crois qu'on peut d'ores et déjà dresser un bilan très clair de ce qui s'apparente pour nous à un détricotage massif, systématique, de toutes les avancées obtenues
par le Sénat. La réforme de l'aide médicale d'État, supprimée. Les plafonds migratoires, supprimés. Le débat annuel sur la politique migratoire, supprimé. La réinstauration du délit de séjour irrégulier, supprimée. Les mesures de durcissement du regroupement familial, supprimées. Le fichier des mineurs non accompagnés, supprimé. Les conditions d'application de la double peine, allégées. La réforme du Code de la nationalité, considérablement allégée. La caution retour pour les étudiants, supprimée. Voilà. Donc on voit bien que sur tous les points essentiels, la commission des lois, guidée par l'aile gauche de la majorité, a abouti à un texte très largement dénaturé. Reste la question essentielle qui a fait débat de la régularisation des étrangers en situation irrégulière dans le cadre des pseudo-métiers en tension. Là encore, c'est un véritable droit opposable à la régularisation que l'Assemblée nationale a choisi d'imposer en rétablissant l'accès du marché du travail pour les demandeurs d'asile. Donc c'est aussi l'article 4 bis qui a été totalement déconstruit, et l'initial article 4 du projet de loi du gouvernement qui prévoyait pour les demandeurs d'asile de pouvoir travailler, qui a été réinstallé. Donc la majorité gouvernementale a très clairement fait le choix de ne pas adopter les mesures nécessaires, indispensables, essentielles pour enrayer la profonde crise migratoire que traverse notre pays. Nous avons pu d'ailleurs le constater avec clarté lorsque nous avons défendu également en commission, c'était mercredi dernier, le 29 novembre, notre proposition de loi constitutionnelle. J'en suis le rapporteur, nous en discuterons demain matin en séance à l'Assemblée nationale, mais ce qui s'est passé est assez révélateur des pensées, voire des arrière-pensées du gouvernement et de la majorité, puisque sur les 8 articles que contient cette proposition de loi constitutionnelle, qui pour nous est, je dirais, le socle d'une véritable volonté de changement en matière migratoire. Sans cela, rien ne sera possible. Sans cela, nous sommes toujours dans la communication. Sans cela, nous sommes toujours dans le en même temps immobile et impuissant, qui fait que d'année en année, les flux migratoires augmentent, que plus ils augmentent, plus il y a des lois, et plus il y a de lois, plus il y a de flux migratoires. C'est ce que nous connaissons en gros depuis 40 ans, et si on n'a pas à un moment cette rupture constitutionnelle, eh bien, nous ne changerons pas de façon radicale, comme cela est indispensable, la situation de notre pays en matière migratoire. Mais ce qui s'est passé est assez révélateur. La majorité a voté sur 8 articles que contient notre proposition de loi constitutionnelle, 7 amendements sur chacun des articles de suppression déposés par la France insoumise. Voilà. Dans le contexte où cette France insoumise montre le visage de la haine, de l'intolérance, de la violence, au sein même de cette commission des lois, pendant les débats, avec un député qui s'en est pris physiquement à un autre pour l'empêcher de parler. Eh bien, la majorité n'a rien trouvé de mieux, à la limite, elle aurait pu assumer sa responsabilité, mais de voter la suppression de notre proposition de loi constitutionnelle avec les insoumis. Voilà, je crois que ça traduit, au-delà des longues analyses juridiques, un état d'esprit, une volonté. Nous avons reçu le message parfaitement. Voilà. Nous disons qu'en refusant cette révision, qui est pour nous, je le redis, j'insiste, un préalable indispensable à toute action déterminée et efficace, la majorité a clairement indiqué qu'elle n'entendait pas se donner les moyens d'une vraie politique migratoire. Dans ce contexte, le projet de loi
présenté par M. Darmanin, tel qu'il a été adopté par la commission des lois, n'est qu'un texte au rabais, un texte sans ambition qui ne réglera au final rien. C'est un texte qui s'annonce, une fois de plus, impuissant. Il n'est ni à la hauteur des enjeux, ni à la hauteur de la gravité de la situation. En lieu et place d'un indispensable barrage à l'immigration de masse, le projet de loi ouvre la voie à un énième appel d'air migratoire. Une fois encore, le dogme du « en même temps » conduit à l'impuissance et la majorité présidentielle prisonnière de son aile gauche, nous l'avons bien vécu en commission, se révèle incapable de répondre avec force, avec efficacité aux angoisses et aux attentes des Français. Dans ce contexte, je le dis très clairement, et nous le disons et nous le dirons tous ensemble, nous ne serons pas les complices de cet échec annoncé. Nous ne voterons pas le texte du projet de loi tel qu'il a été adopté par la commission des lois. Le vote de ce texte sera naturellement un rendez-vous important pour notre pays et pour nos concitoyens. Or, ce n'est pas en votant un texte impuissant que nous redonnerons aux Français l'espérance de lendemains meilleurs et de réponses adaptées. Au contraire, en votant une petite loi sans avenir, sans ambition, nous condamnons quelque part nos compatriotes à la désespérance et l'action politique à une crise de confiance redoublée. Nous appelons donc la majorité présidentielle à sortir de l'enchevêtrement de ces contradictions et à rebâtir un projet de loi d'immigration digne de ce nom. Notre devoir, et c'est dans ce sens que nous conduirons nos débats dans les jours qui viennent, est plus que jamais à l'action et au refus de l'impuissance immobile. Merci beaucoup. Bruno, Olivier, Annie, répondre aux questions. Bien, bonjour à tous. Je voudrais vous dire les sentiments qui m'animent à l'issue de cette semaine d'examen du texte contrôler l'immigration et favoriser l'intégration, puisque c'est le titre du texte que nous avons eu à débattre. Tout d'abord, la conviction que dans notre pays, hélas, il est très difficile de parler de façon normale, en adulte responsable, en élu convaincu qu'il y a des choses à dire en la matière. Dans notre pays, il est impossible de parler d'immigration de façon normale. Le président a rappelé l'épisode d'un député qui hurlait tant en commission qu'il voulait couvrir et empêcher le débat, mais pendant l'examen de la loi constitutionnelle, nous avons été, Éric Ciotti et moi, l'objet d'insultes parce que nous parlions de réforme constitutionnelle des droits qui s'attachent aux étrangers et de la légitimité pour la France à défendre sa souveraineté en la matière. Donc ce climat, il est tout à fait regrettable. Et bien des pays européens sont à même de pouvoir parler de ces sujets qui intéressent nos concitoyens. Comme le dit souvent Bruno Retailleau, pas un phénomène n'a plus modifié l'environnement des Français que ces 50 dernières années, l'installation d'une immigration de plus en plus massive. Alors, contrôler l'immigration, pour nous, clairement, ça a un sens. C'est le sens de la diminuer. Et je crois que la majorité n'a jamais assumé le fait de vouloir diminuer l'immigration. La preuve en est, et sans doute cet article 4 bis en est-il l'illustration la plus marquante, je crois qu'il nous faut comprendre pourquoi cet article 4 bis concentre l'essentiel de nos critiques. Parce que pour contrôler l'immigration, il faut diminuer les flux entrants. Or, cet article 4 bis, tel qu'il a été modifié par l'Assemblée nationale, par la commission de l'Assemblée nationale, crée véritablement les conditions d'une régularisation de droit. La régularisation devient de droit. Et quand on sait que le stock d'étrangers en situation irrégulière est considérable, tous les chiffres convergent vers
700 à 900 000 personnes dans notre pays. Et parmi eux, des gens qui sont concernés possiblement par cette régularisation par le travail. Donc là, il y a une faute majeure. S'il y avait un point éminemment bloquant dans ce texte de loi, ce serait sans doute celui-là. J'ajoute que le gouvernement a privé le préfet de son pouvoir d'appréciation des situations singulières, car effectivement, il y a parfois des situations singulières où les préfets peuvent délivrer des titres de séjour à titre tout à fait exceptionnel. Or, demain, le droit sera du côté du demandeur de titre de séjour et pas du côté du préfet, du représentant de l'État, qui avait jusqu'alors la possibilité de dire oui ou de dire non. Et pire encore, dans le veto du préfet, il y a la menace à l'ordre public. Mais la menace à l'ordre public n'exclut pas les infractions pénales. Ça veut dire que demain, vous pouvez avoir un demandeur, un étranger en situation irrégulière, qui obtienne le droit de travailler, un titre de séjour, même s'il est sous le coup d'infractions pénales, ce qui est gravissime. Et je ne parle pas des demandeurs d'asile qui, avant même d'avoir obtenu le résultat de leur demande d'asile, pourront désormais accéder au travail. Donc il n'y a de la part du gouvernement finalement aucune volonté de diminuer l'immigration. Or nous, notre conviction profonde est qu'il n'y a qu'en diminuant l'immigration qu'on peut favoriser l'intégration. Alors, ce qui est sorti de la commission est incompréhensible. Par exemple, le renoncement au délit de séjour irrégulier. Ça veut dire qu'on peut désormais s'installer dans notre pays sans autorisation et sans que ce ne soit un délit. C'est proprement incompréhensible. Et puis, il y a beaucoup de tiédeur. Songez que, et le président en a parlé, le gouvernement a retoqué le simple projet d'un fichier des mineurs non accompagnés délinquants. Un fichier. Donc, vous voyez que Gérald Darmanin a parlé essentiellement à sa gauche. Il voulait obtenir la bienveillance de la partie gauche de sa majorité. Et je pense qu'il se trouve aujourd'hui devant une situation qui est pour lui extrêmement difficile parce qu'en ayant largement laissé passer un texte de droite au Sénat, en ayant considérablement réduit ce texte à l'Assemblée, que va-t-il faire à présent ? Je pense que le « en même temps » ne marche pas plus en matière d'immigration qu'il ne marche dans d'autres sujets, et on en a là la démonstration. Très rapidement, mais je crois que vraiment, ce texte, on atteint effectivement la limite du « en même temps ». On ne peut pas, en matière d'immigration, faire un texte qui soit et de droite et de gauche, quoi. Ça ne marche pas. En matière d'immigration, soit on veut qu'il y ait moins de flux, soit on est prêt à en accueillir plus, mais on ne peut pas faire les deux en même temps, ça ne marche pas. La limite, c'est évidemment, qu'a dit Annie, cet article 4 bis qui crée ce droit à la régularisation, qui est une vraie rupture par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, où les préfets peuvent régulariser sans qu'un clandestin puisse se prévaloir d'un droit à la régularisation. Ce droit à la régularisation, c'est vraiment... il y a la curiosité de regarder ce qui s'est fait dans notre histoire, en France, en Europe. C'est un mantra de la gauche. C'est un mantra de la gauche. C'est une mesure qui a été prise 2 fois dans notre pays, en 1981, par François Mitterrand arrivant au pouvoir. 130 000 personnes sont régularisées. Et la deuxième fois, c'est en 1997, quand Jospin devient Premier ministre. Deuxième vague de régularisation, on régularise 80 000 personnes. Quand on regarde en Europe, l'autre pays qui a pratiqué des régularisations, enfin il y en a 2. Il y a le mouvement 5 étoiles qui fait des régularisations en Italie, dans le gouvernement Conte, et puis l'Espagne. L'Espagne à 2 reprises, Zapatero en 2008, qui fait, je crois, 600 000 régularisations, et plus récemment, Pedro Sanchez en Espagne, qui fait aussi une loi de régularisation qui ressemble vraiment mot pour mot à ce que propose aujourd'hui M. Darmanin. C'est-à-dire c'est 2 ans de résidence, il a un peu 2 ans de résidence, et exercer un métier dans une profession en tension. Donc le dispositif Darmanin, c'est le dispositif du gouvernement Sanchez, socialiste espagnol, ce n'est rien d'autre.
Alors, M. Darmanin, dans ces débats, d'ailleurs, est incapable de se hasarder à vous donner des chiffres. Le seul chiffre qu'il donne, c'est le chiffre dont on est sûr qu'il ne sera pas le bon, puisqu'il parle de 7000 régularisations. 7000 régularisations, c'est ce qui se fait aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas de droit à la régularisation. La réalité, c'est quand on essaie de creuser un peu, quand on regarde les données dont on dispose, il y a une étude qui a été faite par des chercheurs très sérieux de l'INSERM, d'un institut de recherche sur la santé qui s'appelle l'IRDES, des chercheurs de Dauphine, montre que si on a 800 000 clandestins, les taux qui sont donnés, c'est que à peu près 40% des clandestins sont là depuis plus de 3 ans. Donc ça vous fait déjà, sur 800 000 ou 900 000, 320 à 360 000 personnes qui sont dans notre pays depuis plus de 3 ans, donc qui remplissent une des 2 premières conditions. La deuxième condition posée dans le texte, c'est d'exercer dans un métier en tension. Tous les métiers sont en tension aujourd'hui. Regardez, il y a la curiosité de regarder dans nos régions ce que sont les listes de métiers en tension. Pôle emploi nous dit que 40% des métiers sont en tension dure, de catégorie 5, c'est-à-dire tension vraiment absolue. Voilà. Et le profil des clandestins, là aussi, il nous donne une indication très claire sur le fait que ce sont des gens qui, vraisemblablement, ont une activité, selon la même étude que je cite, entre les clandestins qui ont entre 18 et 40 ans représenteraient 68% des clandestins. 68% des clandestins auraient entre 18 et 40 ans, donc sont très probablement dans une activité aujourd'hui, dans un métier en tension. Donc cet article 4 bis, il ouvre un droit une voie à des régularisations massives. Autre subtilité quand même apportée par l'Assemblée nationale, par la Commission, c'est que ce droit à la régularisation, il est ouvert jusqu'en 2028. C'est-à-dire que des gens qui ne sont pas encore en France, qui seraient en Guinée et regarderaient les débats de l'Assemblée nationale et où en est la loi Darmanin sur France 24, eh bien, ils ont tout leur temps pour venir en France. Ils auront le temps de se constituer ces droits. D'abord, il faut qu'ils deviennent faux demandeurs d'asile. Ils auront le droit de travailler immédiatement. Ils auront le droit d'avoir les 8 mois pour avoir la régularisation. Et après, ils auront le temps des 3 ans de s'installer dans la clandestinité pour être régularisés. Ce système, il est fou et il est évidemment totalement inacceptable pour nous. C'est vraiment une ligne rouge majeure qui suffit. Malheureusement, il y a tous les autres renoncements qu'invoquaient Éric et Annie, mais cette mesure-là, elle est totalement inacceptable pour nous. Le discours, ça fait beaucoup. Non, vous le savez, les 3/4 des Français, 74% des Français, souhaitent qu'il y ait moins d'immigration. Ce que veulent les Français, tous les peuples d'Europe le veulent. Et quand les gouvernements ne les entendent pas, ces peuples européens trouvent dans les urnes le moyen justement de réagir. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en Hollande. À chaque fois, c'est la même chose. Il y a une indexation quand on ne règle pas les problèmes migratoires avec le vote populiste. Puisque je vous rappelle qu'en 2022, les Pays-Bas ont accueilli l'équivalent de 400 000 immigrés en plus. Ramené à la proportion des habitants français, ce serait 1,6 million. Et les résultats, vous les avez comme moi. Donc il y a un enjeu qui est énorme, qui est démocratique, mais pas seulement, puisque Éric l'a dit dans son introduction, trop d'immigration, une immigration qui n'est plus du tout contrôlée, c'est le désordre, c'est l'insécurité, et c'est un risque de partition. C'est ce que le Sénat a pris en compte pour faire un texte qui, très honnêtement, depuis 30 ou 40 ans, a proposé des mesures comme jamais la droite n'en avait proposé, et qui ont été votées. Et qui, pour plus de 95%, ces mesures ont été puisées dans le texte de loi ordinaire que nous avions déposé avec Éric et puis Olivier. Nous l'avons fait avec plusieurs principes, et 2 grands principes que je vais vous rappeler, mais qui ont été très largement piétinés. Le premier, c'est de contrôler strictement, drastiquement, les flux, les entrées et les sorties. Et deuxième principe, c'est de faire en sorte que la France cesse d'être le pays le mieux disant sur un certain nombre de pompes aspirantes. Rapidement, sur le premier principe, les flux, eh bien, au total, on va avoir à la fois plus de régularisation. Je ne reviens pas sur l'article 4 bis, totalement dénaturé par la commission des lois, plus donc d'entrées, plus d'appels d'air, mais il y aura aussi moins d'expulsions, puisque nous avions très fermement fermé toutes les voies qui permettent de protéger, qui permettent de créer des exceptions au principe d'expulsion. Les députés les ont assouplis. Donc on aura à nouveau
plus de régularisation et moins d'expulsion. On avait créé à nouveau, puisque François Hollande l'avait supprimé, ce délit de séjour illégal. Il a été rétabli. Voilà. Je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental. Et il y a d'autres points, mais je ne veux pas m'attarder sur ces points-là. Le deuxième principe, ce sont les pompes aspirantes. C'est tout ce qui permet malheureusement à la France d'être dans le haut du panier. Et quand les filières, les mafias font leur shopping, dirigent vers tel ou tel pays les flux migratoires, ils se rendent bien compte que c'est la France qui est la mieux-disante. Donc, sur le regroupement familial, là aussi, des tricotages, y compris, je me souviens, c'est essentiellement cette disposition de la loi Collomb en 2018 qui nous avait fait voter contre ce texte, puisque la loi Collomb conférait aux MNA, aux mineurs non accompagnés, un droit au regroupement familial. Il a été rétabli. Donc, en matière de regroupement familial, on fait à nouveau fonctionner cette pompe aspirante. Les soins aussi. L'AME, bien entendu. Et on pourra parler tout à l'heure, si vous le souhaitez, du rapport de M. Evin et M. Stefanini. Mais au moins, ils reconnaissent dans ce rapport que cela nous met en tête de tous les pays européens et sans doute du monde entier. Voilà. Et que ça entretient d'ailleurs, et que ça maintient, que c'est une aide au maintien de l'immigration clandestine. Y compris d'ailleurs pour le titre pour les étrangers malades. Là encore, on a le meilleur régime qui a été considérablement resserré par le Sénat et réouvert par l'Assemblée nationale. Même chose sur le droit d'asile. Olivier en a parlé, Annie en a parlé aussi. L'article 4, c'est quoi? C'est de donner l'accès au marché du travail sur les demandeurs d'asile dès le premier jour. La moyenne européenne, c'est entre 9 et 6 mois. La directive, c'était 9. Il y a un grand groupe de pays qui sont à 9 mois, l'autre groupe qui est à 6 mois. On y était jusqu'à présent. Et nous, on sera au premier jour. Ça nous classe encore à l'avant-garde des pays européens. L'accès à la nationalité. Nous avions réintroduit bien d'autres choses. Mais par exemple, le dispositif Pasqua, pour qu'un enfant né en France de parents étrangers ne devienne pas par hasard français, qui est véritablement une adhésion, un consentement à le devenir. Et ça a été balayé d'un revers de main. Donc, grand détricotage, 31 articles sur le plan quantitatif qui manquent, et surtout une cohérence d'ensemble qui a été totalement détruite. Très franchement, j'ai été surpris. Je suis parlementaire depuis quelques années, et je sais parfaitement que quand vous partez d'un texte en commission qui est à ce point mauvais, affaibli, c'est très, très, très difficile, quoi qu'on en pense, quoi qu'on veuille, de le rétablir dans sa plénitude en séance publique. C'est l'expérience parlementaire qui vous l'apprend. Donc, au vu de ce texte, il est hors de question, évidemment, si jamais ce texte était tel quel voté en séance publique, impossible d'avoir notre accord en commission mixte paritaire, impossible de le voter initialement. Et je doute très fortement aujourd'hui, parce que l'écart est tellement grand, il est abyssal, entre le texte qui sort de la commission présidée par M. Houllier et tous les efforts, tous les amendements qu'il ferait rétablir pour redonner sa cohérence, sa force à ce texte en séance publique, je doute vraiment que la majorité, par ailleurs divisée, soit en mesure de le faire. On va répondre à vos questions, si vous en avez. Vous avez dit que vous ne serez pas complices, les médias ne seront pas complices de ce texte. Ou comment c'est la complicité? Est-ce que l'abstention, c'est la complicité? Je ne reprendrai pas le terme, mais s'abstenir sur un texte en l'état n'est absolument pas envisagé, et en tout cas, personnellement, je m'y refuse. J'ai dit les choses très clairement. Le texte de la commission des lois, tel qu'il ressort de la commission des lois, ne mérite qu'une opposition claire et forte. Ma question allait un peu dans ce sens-là. Est-ce que vous avez des conditions qui pourraient aujourd'hui, dans la continuité de la question qui vient d'être posée, est-ce qu'il y a des conditions où vous dites, dans la discussion qu'on va avoir en hémicycle, si certaines avancées vont dans votre sens, est-ce qu'il y a des possibilités, une marge d'arriver à cette abstention sous certaines conditions, ou aujourd'hui elle est vraiment, quoi qu'il arrive, exclue? Nous, ce que nous disons, c'est le texte du Sénat, rien que le texte du Sénat et tout le texte du Sénat. Voilà. Mais il y a déjà des impossibilités à réintroduire le texte du Sénat, parce que la majorité a enlevé des pans entiers de discussion, notamment sur l'AME, au motif, ce que nous contestons,
que le débat sur l'AME n'aurait aucun lien avec l'immigration. C'est quand même intellectuellement assez difficile à tenir cette position. Mais donc tous les amendements qui permettraient en séance de réintroduire l'AME seront déclarés, de réformer l'AME vers l'AMU tel que cela avait été prévu au Sénat, seront déclarés irrecevables. Il en est de même sur la nationalité. Comment, là aussi, ne pas considérer que le code de la nationalité a un impact très direct sur les flux migratoires. Bruno Retailleau en parlait, d'autant qu'il y a un article qui concerne Mayotte et qui évoque les questions de nationalité, d'acquisition de la nationalité française à Mayotte. Il en est de même sur les mineurs non accompagnés. Comment ne pas voir un lien très direct entre ces flux migratoires et la situation des, ce qu'on appelle pudiquement, ces mineurs non accompagnés, qui sont très souvent des clandestins adultes, d'ailleurs. Voilà, encore cette nuit, dans ma ville, à Nice, il y a eu des tirs au quartier des Moulins, il y a eu des interpellations, et les personnes interpellées étaient des mineurs non accompagnés. Il est arrivé en Italie, c'est un chiffre du mois d'octobre, 15 336 mineurs non accompagnés. Voilà, donc il y a cette situation et on n'en parle pas. Donc si on ne parle pas des pompes aspirantes, si on ne parle pas des conditions sociales, on a oublié d'évoquer aussi dans les modifications le fait que le Sénat avait introduit, c'est un point essentiel, le fait d'imposer une présence obligatoire de 5 ans sur le territoire national avant de bénéficier de prestations sociales non contributives. Ça participait là aussi de la fin de ce modèle extraordinairement généreux et donc extraordinairement naïf. Donc tous ces points, pour certains, sur l'article 4 bis, sur le délit de séjour, nous allons les réintroduire, nous allons tenter de les réintroduire par amendement. Je doute que la majorité ait une position différente de celle qu'elle a eue très massivement en commission des lois. Pour le reste, une partie des débats ont déjà été interdits quasiment, de façon procédurale. Et ça, pour nous, ça restera, quoi qu'il arrive, un texte inachevé, inabouti, incomplet et donc impuissant. Bonjour. Bonjour Thomas Després pour RTL. Ceux qui s'abstiendront, est-ce qu'ils auront des sanctions sur ce texte? Est-ce qu'il y aura des exclusions, par exemple? Monsieur le Président du groupe. Non, écoutez, on ne raisonne pas comme ça. À l'heure d'aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup de députés au sein du groupe qui sont prêts à valider un mouvement de régularisation massive. Voilà. Une fois encore, je vous dis, c'est un mantra de la gauche dans notre histoire. Je ne vois pas beaucoup de députés LR prêts à faire ce choix. Vous ne voyez pas beaucoup de députés LR prêts à le faire, mais on sait qu'il y en a certains qui vont le faire. Enfin, ça dépendra bien sûr des débats dans l'hémicycle, mais plus que même, alors c'est formidable. Alors, vous dites vous-même que voilà, vous n'avez pas utilisé une formule qui dit l'ensemble de mon groupe va voter contre ce texte. Donc ce texte, c'est un peu de nouveau un test pour votre groupe, un test d'unité. Certains vont même voter pour, Monsieur Kamardine. Non, écoutez, je comprends le petit jeu qui consiste de la part de l'exécutif, de la part de cette majorité, de la part du président de la République, qui ne supporte pas d'être en quelque sorte mis sous tutelle de l'Assemblée et d'être un peu sous la tutelle du groupe des Républicains, de absolument vouloir décrédibiliser les Républicains en expliquant que nous serions divisés. Nous avons, à la dernière réunion de groupe, très clairement réaffirmé une position. Ça a été voté à l'unanimité sur le fait que nous n'accepterions aucun détricotage du texte du Sénat, que nous n'accepterions aucune disposition permettant un droit à la régularisation. Je ne vois pas comment on peut l'exprimer plus clairement. Après, si des gens ont des problèmes de cohérence interne, c'est à eux qu'il faut poser la question. Mais cette position a été réaffirmée de manière totalement unanime. J'ajoute, s'agissant de Mayotte, on est quand même sur une question très singulière.
Donc vous ne pouvez pas tirer conclusion du vote d'un député de Mayotte Bien sûr, bien sûr. sur l'ensemble du vote. Qui s'en est expliqué de manière extrêmement amicale hier en réunion de groupe en disant que la singularité de la situation de Mayotte, la détresse des habitants de Mayotte faisait qu'il était obligé de prendre toute mesure. Vous savez que notre Constitution permet de l'adaptation du droit à Mayotte et donc les mesures spécifiques à Mayotte voilà, sont nécessaires et sont possibles. Malheureusement, le gouvernement ne prend pas le même chemin pour la France métropolitaine. Bonjour, Paul Bria pour l'agence France Presse AFP. Est-ce que vous entendez déposer une motion de rejet sur ce projet de loi immigration? Et si oui, quand? On a jusqu'à midi et demi pour le faire, on verra. Voilà, on n'en a pas. Voilà, on verra. C'est pas. Bah, d'ici midi et demi, on comptait en parler un peu avec Eric tout à l'heure, donc on vous dira. Pardon? On vous dira ça. Vous savez que le problème des motions de rejet, c'est qu'il y a un tirage au sort, donc on n'est jamais sûr qu'elle soit retenue. Oui, on peut être sûr si on va aller ou pas. Ouais, ben, vous saurez ça à midi et quart. Le principe d'une conférence de presse, c'est de poser des questions, d'avoir des réponses. Ouais, vous saurez ça à midi et quart, voilà. Bonjour, vous disiez votre surprise tout à l'heure que la majorité se mette en soutien de certains amendements en commission de la France Insoumise. Ce matin, Gérard Larcher a tenu un propos qui est très commenté en réaction à la polémique soulevée par les propos de Jean-Luc Mélenchon ce week-end sur l'une de nos consoeurs. Comment vous comprenez cette colère de Gérard Larcher et est-ce qu'un président du Sénat doit s'exprimer comme ça ? Non seulement je comprends, mais j'approuve. Voilà. Et je crois qu'il a parfaitement résumé. Je crois que le politiquement correct, par rapport à des gens qui veulent détruire la République, qui ont un projet révolutionnaire, qui veulent saper nos institutions, qui ont même introduit la violence physique dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, n'appelle qu'une réaction claire. Elle est claire. Et pour moi, elle est non seulement pertinente, mais c'est un cap à tenir. Bonjour, Victor Watteau à Libération. Est-ce que le dépôt d'une motion de censure est toujours à l'ordre du jour? Vous devriez écouter davantage ce que dit la Première ministre, qui s'est engagée devant les Français à ne plus utiliser le 49.3, et écoutez ce que dit le ministre de l'Intérieur, qui dit qu'il ne veut pas de 49.3. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de 49.3, la question que vous posez est nulle et non avenue. Moi, je souhaite qu'on aille au vote. Voilà. La Première ministre a dit qu'elle ne voulait pas passer en force, en dehors des textes budgétaires sur lesquels elle n'a pas d'autre alternative. Et le ministre de l'Intérieur vous répond au Roubier-Torbi qu'il aura une majorité grâce à des alliances un peu partout, le groupe Lyotte et éventuellement des amitiés ailleurs. Écoutez, s'ils sont si sûrs que ça de la qualité de leur texte et du fait que ce texte est aussi séduisant, qu'ils aillent au vote. Hein. Bien, on va peut-être conclure. Merci pour votre présence. Je rajouterai que nous défendrons donc demain matin la proposition de loi constitutionnelle et qu'en tant que rapporteur, je défendrai un amendement qui installe dans la Constitution des dispositions de sûreté en matière de prévention du terrorisme. Hein, nous permettrons par cette modification, si elle était adoptée, de prendre des dispositions relatives à la rétention de sûreté ou à la rétention administrative pour les individus connus, identifiés par les services de renseignement, dont la dangerosité est avérée, qui sortent quelquefois de prison et qui sont identifiés comme étant des bombes humaines potentielles. On l'a vu encore dans l'attentat qui est intervenu ce week-end aux abords de la Tour Eiffel, symbole ô combien de notre nation. Une nouvelle fois, cet individu était parfaitement identifié, connu. Comme l'a souligné Olivier Marleix hier à l'Assemblée nationale, sa mère avait même sollicité les services de police pour souligner sa dangerosité.
nous sommes aujourd'hui dépourvus des outils qui pourraient assurer une plus grande protection pour nos concitoyens. Il y a deux manières de le faire. Soit installer l'état d'urgence qui offre des dispositions d'assignation à résidence et de perquisition administrative qui sont puissantes, soit, et c'est ce que nous souhaitons, ce que j'ai défendu personnellement depuis plusieurs années, depuis plus de 10 ans, depuis le début de la vague terroriste qui a causé près de 300 victimes dans notre pays, que nous ayons des dispositifs à l'égal de ceux qui avaient été faits pour les pédocriminels sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui permettent de placer ces individus dangereux hors d'état de nuire dans des structures de suivi adaptées, sous contrôle judiciaire, notamment, bien entendu, dans le cadre de notre état de droit, mais dans un état de droit qui s'adapte à une menace qui est de plus en plus forte et qui sera extrêmement importante à la veille et pendant les Jeux Olympiques. Donc ne soyons pas naïfs, dans cette période, dotons-nous des outils les mieux adaptés. Monsieur Ciotti, sur l'accord franco-algérien, vous pouvez nous rappeler pourquoi vous souhaitez le dénoncer, pourquoi vous proposez de revenir dessus? Cet accord, qui date de 1968, offre des droits aux ressortissants algériens, notamment en matière de séjour, qui sont totalement exorbitants. Il n'y a aucune raison qu'il y ait un privilège algérien au séjour, qui ait des conditions d'octroi de titres de résidence qui soient très largement facilitées par rapport à d'autres nationalités. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps que l'Algérie et que la relation avec l'Algérie rentre dans un droit commun. Il y a aujourd'hui une immigration algérienne extrêmement forte. Et nous notons en contrepartie sur l'octroi des laissez-passer consulaires qui sont le préalable à toute politique d'éloignement et d'exécution des OQTF, qu'il n'y a aucune volonté positive de la part des autorités algériennes. Bien au contraire, on est à quelques dizaines à peine de laissez-passer consulaires par rapport aux milliers de demandes qui sont formulées par le ministère de l'Intérieur. Donc une relation diplomatique, elle repose sur une réciprocité. L'Algérie ne cesse d'insulter les autorités françaises. Dans ce contexte, plus encore, il n'y a aucune légitimité à ce qu'il y ait ce privilège issu de l'histoire qui perdure et qui favorise là aussi des flux migratoires massifs venus de l'Algérie. Merci. C'est une façon de rappeler aussi la relativité de la loi.